Parfois, un simple lieu renferme plus de secrets qu'un siècle de silence. Une valise fermée, une montre arrêtée, un nom murmuré dans un couloir vide, et tout recommence. Les ombres s'étirent, les souvenirs se réveillent, et quelqu'un, quelque part, sait. Mais osera-t-il parler? Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Alors, allons-y. Il était près de 16 heures, lorsque notre fiacre s'arrêta devant l'hôtel, Belle Écume, un établissement autrefois réputé, aujourd'hui endormi dans une élégance un peu passée. Les volets peints, en vert pâle, portaient les marques du temps, et les géraniums des jardinières semblaient lutter pour exister. Pourtant, quelque chose dans cette façade vieillissante me plaisait. C'était un lieu où le silence régnait encore en maître, où chaque pas semblait absorbé par les tapis usés. Poirot descendit avec son flegme habituel, impeccablement vêtu malgré le voyage. Il eut l'air avec cette satisfaction discrète qu'il affichait chaque fois qu'il pressentait un séjour tranquille, ce qui, chez lui, signifiait le contraire. « Enfin, mon ami, un peu de repos pour les petites cellules grises, » dit-il en se dirigeant vers la réception. L'intérieur était feutré, presque confidentiel. Le hall, aux boiseries sombres, semblait murmurer plus que parler. Je sentis immédiatement que ce lieu n'était pas tout à fait comme les autres. Il avait la mémoire des choses tues, et sans que je puisse m'en expliquer, je sentis un frisson léger glisser dans ma nuque, comme si l'on entrait dans un endroit que le passé n'avait jamais quitté. Alors que le réceptionniste nous tendait nos clés, je sentis des regards nous effleurer, à peine visibles derrière les rideaux tirés du salon. Un froissement de tissu, un mouvement furtif, des visages se dissimulaient, ou peut-être observaient. Un couple âgé traversa le hall avec lenteur, sans un mot, leur regard tourné vers le sol. Une jeune femme, dont le port altier contrastait avec sa mine fatiguée, feignait de lire derrière un journal grand ouvert. Un homme aux sourcils broussailleux, que je pris d'abord pour un voyageur solitaire, s'absorbait dans l'étude d'un échiquier désert. Chacun semblait porteur de sa propre ombre. Les clients d'un hôtel ne sont jamais ce qu'ils paraissent, Hastings, murmura Poirot. Ils viennent ici se cacher plus que se reposer. Je m'efforçai de sourire, mais l'atmosphère avait quelque chose de tendu, presque figé. On ne sentait ni gaieté ni insouciance. C'était comme si tout le monde attendait quelque chose, et je n'étais pas certain que ce quelque chose soit du genre à apaiser les esprits. Nous fîmes connaissance avec quelques-uns des résidents au cours du thé, servi dans une véranda où les rideaux de dentelle laissaient passer une lumière diffuse. La baronne von Elsnach, tout en perles et en silence, avait cette politesse hautaine que seule une certaine noblesse continentale sait encore manier. Elle répondit à nos salutations avec un sourire figé, puis se replongea dans la contemplation du jardin, comme si notre présence l'incommodait à peine. La gouvernante, une Anglaise au chignon rigide nommée Miss Vennings, fit tomber sa tasse en entendant le nom de Poirot. Elle bafouilla une excuse, les joues rouges, puis s'éclipsa en prétextant une migraine. Quant à l'écrivain, un homme mince aux yeux fuyants, que l'on appelait Monsieur Renard, il nous parla brièvement de l'ennui créatif et de son besoin de solitude. Son regard glissa sur Poirot avec une nervosité difficile à dissimuler. Intéressant tableau, glissa Poirot lorsque nous fûmes seuls, 3 personnages, 3 façons de ne pas dire ce qu'ils pensent. Et pour la première fois, je me demandais si notre paisible retraite n'allait pas se teinter d'ombre. Le directeur de l'établissement, un certain Monsieur Grange, nous accueillit avec une courtoisie sans faille, mais ses yeux trahissaient une nervosité constante.
comme s'il redoutait un mot de trop. Alors que Poirot complimentait la tranquillité du lieu, il se permit un sourire crispé. L'hôtel assez fidèle, monsieur Poirot, malgré sa réputation un peu, comment dire, ancienne. Poirot haussa un sourcil. Et quelle serait cette réputation, mon ami? Le directeur sembla hésiter, puis baissa légèrement la voix. Des histoires, des rumeurs de couloir, rien de concret, bien entendu, mais certains clients évitent la chambre 23. Et pourquoi donc? Oh, rien d'officiel, juste une coïncidence tragique survenue, il y a longtemps. Des gens superstitieux, vous comprenez? Il s'inclina, s'excusa d'un devoir urgent et s'éloigna d'un pas trop rapide pour être honnête. Poirot regarda la clé de notre chambre, 21. Il ne dit rien, mais ses doigts tapotèrent la poignée avec lenteur. C'est en regagnant le hall que Poirot s'arrêta, net devant une vitrine poussiéreuse. Derrière le verre se trouvait une ancienne montre de bureau, montée sur un petit socle en laiton. « Remarquez, Hastings, » dit-il en pointant du doigt l'aiguille figée, 10 heures, et cela depuis très longtemps. Je m'approchai. La montre était arrêtée, en effet. Mais ce n'était pas ce détail qui me troubla. Une plaque à peine lisible indiquait « Offerte à l'hôtel Belle Écume, en souvenir de l'année 1903. » Une heure figée, une mémoire suspendue. Cela, mon ami, mérite réflexion, conclut Poirot, avant de reprendre sa marche. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Ce n'était, après tout, qu'une vieille montre arrêtée. Et pourtant, dans le silence du hall, cette heure arrêtée semblait contenir une promesse ou une menace. Cette nuit-là, je fus incapable de trouver le sommeil. Rien ne justifiait vraiment mon trouble, sinon une impression diffuse, comme si chaque couloir de l'hôtel portait en lui un souvenir que l'on n'osait nommer. J'entendais des craquements discrets, des bruits de pas feutrés, ou bien étais-je victime de mon imagination? Poirot, lui, lisait calmement dans son lit, une biographie de Napoléon posée sur ses genoux. « Vous êtes tendu, Hastings? Trop d'air pur, peut-être ?» Je tentais de rire, mais mon esprit était ailleurs. Quelque chose m'échappait, quelque chose d'ancien, de non-dit, planait dans cet endroit. Et tandis que je fermais enfin les yeux, une dernière image me revint en mémoire, cette montre arrêtée, obstinément figée à 10 heures, comme si elle attendait que l'on entende enfin ce qu'elle voulait dire. Je fus réveillé en sursaut par un hurlement perçant, traversant les murs épais de l'hôtel, comme une lame dans la ouate. Il était 7 heures, peut-être un peu plus. Le cri provenait du couloir est, et sa stridence, féminine, effrayée, rompit net le calme presque religieux du Belle Écume. Enfilant mon peignoir à la hâte, je me précipitai hors de la chambre. Plusieurs portes s'étaient ouvertes. Des visages endormis, échevelés, s'interrogeaient dans le couloir. Un bruit de pas précipité venait de l'escalier. Puis j'aperçus Miss Vennings, la gouvernante, blême, agrippée au chambranle de la porte 23. Il est là, balbutia-t-elle. Je voulus avancer, mais Poirot me retint par le bras. Il n'avait pas crié, lui. Il ne tremblait pas. Il regardait la scène avec une fixité presque douloureuse. « Restez là, Hastings. Le tumulte est inutile. Il faut observer, toujours observer. » Et tandis que le directeur arrivait en courant, pâle comme un linceul, Poirot s'approcha calmement de la porte 23. Comme si tout cela, en vérité, n'était qu'un rendez-vous qu'il attendait depuis la veille. Lorsque la porte fut enfin forcée, après vérification que la clé ne se trouvait ni à l'intérieur ni à l'extérieur, un souffle glacial sembla s'en échapper. Non pas à cause de la température, mais en raison de l'ambiance étrange, figée, qui y régnait. La lumière tamisée révélait une pièce bien ordonnée, presque trop. Sur le lit,
Le corps d'un homme en robe de chambre, bleu nuit, reposait de travers, le visage à demi couvert par l'ombre du rideau. Tout semblait immobile, trop immobile. La fenêtre était fermée, le loquet intérieur de la porte enclenché. Un verre vide trônait sur la table de nuit. Une valise était posée sur le fauteuil, entr'ouverte. Poirot ne dit pas un mot. Il s'avança lentement, s'agenouilla à côté du lit, observa les mains du défunt, le col de sa chemise de nuit, et surtout son poignet gauche. Il se releva et murmura simplement. C'est un homme qui n'aimait pas les réveils brutaux, mais qui, hélas, n'a pas choisi sa dernière heure. Je compris à son ton que quelque chose, déjà, le troublait. Le corps avait été identifié rapidement. C'était un certain Louis Vanel, arrivé la veille en fin d'après-midi. Voyageant seul, il avait demandé à dîner en chambre et refusé toute aide pour ses bagages. Dans le hall, le personnel s'affairait à voix basse, les visages tirés. La baronne, plus pâle encore que d'ordinaire, s'éventait nerveusement. L'écrivain observait la scène depuis un fauteuil, les bras croisés, le regard absent. Quant à Miss Vennings, elle s'était enfermée dans les cuisines, secouée de sanglots qu'on devinait étouffés. Monsieur Grange, le directeur, prit Poirot à part. « Monsieur, vous avez vu l'état de la chambre. Il s'est suicidé, n'est-ce pas ?» Poirot le fixa quelques secondes, sans répondre. Puis il déclara avec une douceur troublante. « Le suicide est une solution commode, monsieur Grange. Trop commode, parfois. » Puis il tourna les talons, me lançant un simple regard, et s'engagea dans l'escalier, comme s'il remontait une ligne de souvenirs. 1 heure plus tard, nous étions de retour dans la chambre 23. Les policiers locaux n'étaient pas encore arrivés, et Poirot, profitant de ce répit, se livrait à une inspection minutieuse. « Hastings, venez, regardez attentivement. Que voyez-vous » « Eh bien, un homme seul, qui a sans doute bu ce verre, ouvert cette valise, et c'est... Justement, mon ami, le diable est dans les détails. » Il pointa du doigt la valise. Elle était entr'ouverte, certes, mais pas comme le ferait quelqu'un qui vient d'arriver. Le linge semblait dérangé avec empressement, comme si l'on y avait cherché quelque chose. Puis il s'approcha de la table de nuit. Le verre est déplacé, voyez-vous. Il ne se trouvait pas là, selon la trace circulaire laissée sur le bois verni. Enfin, il prit délicatement le poignet du défunt et nous montra sa montre bracelet. Le verre était fendu et l'aiguille figée. 10 heures. Encore une fois. Je tressaillis. Un hasard? Ou bien un avertissement? Poirot se redressa, ses sourcils froncés. Non, Hastings, rien ici n'était laissé au hasard, absolument rien. De retour au salon, Poirot demanda discrètement au directeur quelques précisions sur le défunt. Après un soupir contrarié, M. Grange finit par céder. Il s'agit de M. Louis Vanel, banquier genevois à la retraite, réputation irréprochable, du moins en apparence. En apparence, fit Poirot, haussant un sourcil. Eh bien, il y a eu une affaire, un scandale discret, il y a plusieurs années. Rien de prouvé, mais disons qu'il avait, des ennemis discrets. Des ennemis discrets, répéta Poirot en fermant les yeux. Voilà qui est intéressant. Il se tut un instant, puis ajouta, presque pour lui-même. Un homme chargé du poids du passé, venu finir sa route dans un lieu où le passé, précisément, s'est arrêté à 10 heures. Je ne compris pas sur le moment ce qu'il voulait dire, mais je vis dans ses yeux une lueur que je connaissais trop bien, la lueur d'une intuition et d'un danger imminent. Nous nous retrouvâmes dans notre chambre, les rideaux tirés contre le soleil blafard du matin. Je m'installai sur le fauteuil, encore troublé par la matinée. Poirot, lui,
marchait de long en large, mains croisées derrière le dos, le front barré par une ombre d'irritation contenue. « Hastings, qu'est-ce qui ne va pas ? » ?»« Ce qui ne va pas, mon ami, c'est que tout va trop bien. » »« Comment cela ? » ?»« La mise en scène, trop nette, trop limpide, une chambre verrouillée, un corps calme, une montre arrêtée à 10 heures. On veut que cela paraisse un suicide, mais un suicide n'est jamais si ordonné. Il y a toujours du désordre dans le désespoir. » Il s'arrêta et me fixa intensément. Et puis, il y a cette chambre, la 23, une réputation trouble, une rumeur persistante, un homme seul, et cette montre brisée, exactement à la même heure que celle dans le hall. Il marqua un silence, puis ajouta doucement. « Je vous le dis, Hastings, quelqu'un a attendu la 10e heure, et quelqu'un d'autre l'a interrompu. » À la demande de Poirot, le directeur nous accorda l'usage du petit salon de lecture, attenant au jardin d'hiver, une pièce intime, aux fauteuils profonds et aux boiseries mates, où l'on se sentait observé même seul. C'est là que Poirot, méthodiquement, convoqua les 7 résidents de l'aile ouest. Je les vis entrer l'un après l'autre, certains avec empressement, d'autres avec une prudente lenteur. Il ne s'agissait pas d'un interrogatoire formel, mais d'une conversation douce, enveloppante, comme seul Poirot savait en mener. Il ne leur posait pas de questions directes. Il observait leurs mains, leur silence, les hésitations légères, les regards échappés vers la porte. Il évoquait la beauté du lac, l'élégance passée de l'hôtel, la réputation de la chambre 23, et chacun, à sa manière, révélait bien plus que ce qu'il pensait cacher. Il n'est pas besoin de secouer un arbre pour en faire tomber les fruits, Hastings, me glissa-t-il entre 2 entretiens. Il suffit d'attendre que le vent souffle au bon moment. Je compris alors que cette patience feutrée était, chez lui, la forme la plus redoutable de l'investigation. Monsieur Renard fut le premier à s'asseoir devant nous, les mains jointes sur une canne qu'il n'avait pourtant pas utilisée pour marcher. Il parlait d'une voix monocorde, presque lasse, comme s'il s'ennuyait de son propre récit. À minuit, je lisais encore une pièce de théâtre allemande. J'ai levé les yeux et j'ai vu une lumière filtrer sous la porte de la chambre 23. Une lumière blanche, jaune, tremblante, interrogea Poirot avec un sourire paisible. Plutôt stable, continu. Et puis, plus rien. Il baissa les yeux, puis ajouta « J'ai supposé qu'il s'était endormi en laissant la lampe allumée. Avez-vous entendu un bruit, une voix, un mouvement ? Non, du moins, je ne crois pas. Vous savez, la mémoire joue parfois des tours. » Poirot le remercia avec chaleur. Mais lorsque M. Renard sortit, je vis Poirot froncer légèrement les sourcils. « Il ment, dit-il simplement. Pas de manière odieuse, il ment par commodité. Et cela, mon ami, est plus instructif encore qu'un mensonge criminel. » Miss Vennings se présenta avec un foulard noué haut sur la gorge, les mains tremblantes autour de son sac à main. Elle tenait son regard fixé sur le tapis. « Vous étiez éveillé cette nuit ?» demanda Poirot avec douceur. « Oui, monsieur. J'ai le sommeil léger, toujours. Vers 1 heure du matin, j'ai entendu un sifflement. » « Un sifflement ? D'où venait-il ? » Je ne saurais dire avec certitude. Il ressemblait à, vous savez, ces appels de détresse muets, quand quelqu'un tente de siffler entre ses dents pour appeler à l'aide. Elle s'arrêta net, comme si ses propres paroles lui faisaient peur. J'ai cru que j'avais rêvé. Je n'ai pas osé bouger. Ce matin, j'ai su que ce n'était pas un rêve. Poirot lui adressa un regard empreint de bienveillance, mais lorsqu'elle se leva pour partir, il lui posa une dernière question. Était-ce un sifflement régulier, une sorte de code ? Non, monsieur, du moins, je ne crois pas. Et elle s'éloigna,
fragile comme une feuille qu'on aurait cueillie trop tôt. La baronne von Elsnach entra comme si elle allait assister à une réception d'ambassade, droite, parfumée et glaciale. Elle s'assit sans attendre qu'on l'y invite et croisa les bras sur sa poitrine. « Je suppose que tout le monde est interrogé, n'est-ce pas ?» dit-elle d'un ton sec. « Nous écoutons chacun avec la même attention, » répondit Poirot sans se troubler. Elle inspira lentement, puis déclara. « Vers 4 heures, j'ai cru voir une ombre sur le balcon de la chambre 23. Je ne suis pas certaine, mais la silhouette m'a semblé masculine. Elle s'est penchée, puis a disparu. Vous n'avez pas alerté la direction? Non, je ne suis pas concierge, et je n'ai pas pour habitude d'imaginer des crimes derrière chaque mouvement. C'était avant l'aube, et pourtant, vous étiez réveillé. L'âge, monsieur Poirot, et les insomnies qui l'accompagnent. » Elle se leva sans un mot de plus, mais au moment de franchir la porte, Poirot ajouta doucement. « Il est curieux qu'une ombre effraie si peu une femme qui dort si peu. » Elle s'arrêta une seconde, puis reprit sa marche. Les autres résidents, un couple français discret, un professeur à la retraite et une veuve italienne, se succédèrent dans le petit salon avec des airs gênés. Aucun ne prétendit avoir vu ou entendu quoi que ce soit. Mais tous, d'une manière ou d'une autre, semblaient mal à l'aise. Le professeur tripotait sa montre à gousset sans arrêt, évitant le regard de Poirot. La veuve parlait d'un ton saccadé, comme si elle récitait une leçon apprise. Le couple français se contredisait sur l'heure de leur coucher. Il n'y avait là aucun mensonge évident, mais une multitude de petites dissonances, des silences trop longs, des regards fuyants, des gestes défensifs. « Voyez-vous, Hastings, » murmura Poirot après leur départ, « le silence est parfois plus bruyant que le mensonge. Vous croyez qu'ils savent de quelque chose? Non. Je crois qu'ils se souviennent de quelque chose, et que ce souvenir, même ancien, les rend complices malgré eux. » Je sentis un frisson dans le creux de l'échine, comme si, soudain, cette enquête ne concernait pas seulement un crime récent, mais une mémoire commune qui refusait de se taire. Alors que nous sortions du salon, le directeur nous intercepta, le visage plus pâle que jamais. « Monsieur Poirot, il y a une chose dont je dois vous parler. » Il nous conduisit dans un petit bureau exigu et referma la porte. Le jeune serveur, Émile, il a disparu. Personne ne l'a vu depuis hier soir. Sa chambre est vide. Sa veste n'est plus là. Poirot haussa un sourcil. Et ce jeune homme, avait-il un lien avec l'une des personnes interrogées? Il était proche de Miss Wennings. Rien de scandaleux, mais disons qu'il semblait très attaché à elle. Et jaloux, peut-être? Possible. Je l'ai vu lancer des regards, désapprobateurs à M. Vanel hier soir. Le nom prononcé, Poirot se figea. Voilà qui complique les choses, ou qui les clarifie. Tout dépend du point de vue. Il resta silencieux un moment. Un jeune homme épris, une gouvernante troublée, un banquier au passé trouble, et un silence qui commence à parler. Cela devient intéressant. Lorsque nous regagnâmes notre chambre, je me surpris à parler le premier, ce qui n'était pas mon habitude. « Poirot, je crois savoir qui a tué Louis Vanel. » Il m'observa sans un mot, les bras croisés. Le jeune serveur, c'est évident. Il était amoureux de la gouvernante. Il a vu Vanel comme un danger. Il a disparu. Tout s'emboîte. Poirot se contenta de tapoter sa moustache, ce qui, chez lui, signifiait souvent une forme d'indulgence amicale. « Cher Hastings, vous êtes admirable dans votre logique. Elle serait parfaite, si elle n'était pas trop parfaite. » Trop parfaite? Un crime ne se donne pas toujours comme un puzzle. Parfois, il se donne comme un miroir. Et dans un miroir,
Ce que l'on voit est inversé. Je demeurais silencieux, mais au fond de moi, je restais convaincu de mon hypothèse, et pourtant, je sentais que Poirot, lui, regardait déjà dans une autre direction, une direction que seul lui savait lire. Ce fut au détour d'une conversation anodine avec un employé de l'hôtel que Poirot mit la main sur un détail troublant. Tandis que nous discutions dans le jardin, il demanda distraitement depuis combien de temps la chambre 23 existait sans rénovation. Le jeune homme, un garçon frêle, à la voix hésitante, répondit sans malice « Depuis toujours, monsieur. Sauf après le drame, il y a 20 ans, jour pour jour, presque à l'heure près. » Poirot s'immobilisa. « Quel drame! Une disparition, monsieur. La fille d'un client. Elle n'a jamais été retrouvée. » Je sursautai, et le regard que Poirot me lança n'était pas celui de la surprise, mais celui d'un homme dont les pensées se mettent soudain en place, comme les pièces d'un échiquier. Le même jour, la même heure, et la même chambre, murmura-t-il. Il croisa les bras, méditatif. Le hasard, Hastings, est un alibi bien commode pour les vérités que l'on ne veut pas regarder. Il est temps que nous remontions le fil. 20 ans de silence, et une montre arrêtée, cela commence à faire beaucoup. Nous obtînmes un entretien avec M. Grange en fin d'après-midi. Cette fois, il ne chercha pas à fuir. Oui, c'est vrai, la chambre 23 est marquée. Je n'aime pas en parler, mais je suppose que vous avez le droit de savoir. Il nous invita à nous asseoir et, joignant les mains, raconta. C'était au printemps 1903. Un certain Louis Vanel, déjà, séjournait ici, avec sa fille, Anne, 19 ans, belle, vive, discrète. Elle n'est jamais revenue de sa promenade vespérale. Disparue sans laisser de traces ? Demanda Poirot. Aucune, ni cri, ni lutte, ni message. On a fouillé les bois, le lac, les alentours, en vain. Elle s'était évanouie du monde. Et son père ? Abattu, terrassé, dirais-je. Il est resté enfermé 2 jours dans la chambre, avant de repartir, sans un mot, sans colère. C'était glaçant. Je notais la pâleur du directeur lorsqu'il évoqua cette scène. Depuis, la chambre est vide, les 2 derniers jours de mai. Une règle officieuse, certains clients ressentent des choses. Poirot ne dit rien, mais ses yeux brillaient d'un éclat particulier, celui de l'intuition, aiguisé par la mémoire des ombres. Je ne saurais dire ce qui me troubla le plus, l'histoire de cette disparition, ou le calme glaçant avec lequel on l'avait acceptée. Alors que nous longions la véranda, je me sentis pris d'un malaise diffus, une sensation d'étouffement, comme si les murs eux-mêmes avaient retenu leur souffle pendant 20 ans. Cette idée que le drame ancien rejoignait si précisément le meurtre d'aujourd'hui me glaçait. « Vous pensez qu'il y a un lien, Poirot ?» demandai-je, tentant de masquer ma nervosité. « Mon ami, les liens existent bien souvent avant même que nous sachions les voir. » Il s'arrêta devant la grande baie vitrée, regardant le jardin plongé dans une lumière dorée. « Ce n'est pas le crime d'aujourd'hui qu'il faut résoudre, mais celui d'hier. Le sang d'aujourd'hui n'a fait que réveiller un silence trop longtemps respecté. » Je frémis, car dans sa voix, je perçus une certitude implacable. Et pour la première fois, je compris que ce que nous affrontions n'était pas seulement une énigme, mais une mémoire obstinée, tapie dans la poussière des jours. Le soir même, alors que nous prenions le thé dans le salon, Poirot se leva subitement. Son regard s'était arrêté sur un objet que je n'avais jamais remarqué auparavant. Il s'approcha d'un petit guéridon, au fond de la pièce, sur lequel trônait un cadre ancien, ciselé, au reflet terni par le temps. Il le prit délicatement, l'essuya avec son mouchoir et me le tendit. « Regardez bien, Hastings. » Je m'exécutais.
La photographie représentait un homme dans la force de l'âge, sévère mais digne, en costume sombre, tenant par l'épaule une jeune fille aux traits lumineux. Le décor en arrière-plan était sans équivoque. La terrasse du bel écume. « Louis Vanel et sa fille », dit Poirot d'un ton grave. « Vous voyez le regard de l'homme? Il n'est pas fier, il est inquiet. »« Cela ne prouve rien, » objectai-je faiblement. « Peut-être, mais cette photo n'est pas là par hasard. On l'a laissée, ou on l'a oubliée exprès. » Il reposa le cadre lentement, comme si le toucher de ce passé exigeait un soin particulier. Et moi, pour la première fois, je sentis le regard de la jeune fille me traverser. Le lendemain matin, Poirot obtint une copie des archives locales grâce à une de ses connaissances au consulat suisse. Nous les examinâmes dans le petit bureau du directeur, qui, cette fois, ne protesta plus contre notre présence. « Voyez ici, Hastings, » dit Poirot, en posant un doigt sur un article jauni. La police avait suspecté Louis Vanel, non officiellement. Mais certains détails le plaçaient dans une position ambiguë. Comme quoi, il avait été vu, la veille de la disparition, discutant vivement avec sa fille. Il avait refusé de collaborer avec les enquêteurs, et surtout, il était sur le point de modifier son testament en sa faveur. « Cela ne suffit pas à accuser un homme, » répliquai-je. « Non, mais cela suffit à éveiller l'ombre d'un soupçon. Et parfois, l'ombre est plus tenace que la lumière elle-même. » Poirot marqua une pause, puis ajouta « Le plus curieux, c'est qu'il soit revenu ici, volontairement, seul, presque en secret, comme s'il avait besoin de conclure quelque chose. Je le regardais, troublé. Cette hypothèse soulevait plus de questions qu'elle n'en résolvait. Et c'est souvent à ce moment précis qu'une affaire devient intéressante. Dans l'après-midi, nous passâmes de longues minutes à contempler la chambre 23, désormais sous scellé. Poirot ne parlait pas. Il observait la porte close comme on observe une tombe fraîchement refermée. « C'est ici que tout a commencé, Hastings, » dit-il enfin, « et c'est ici que tout doit finir. Vous pensez qu'il y a eu 2 crimes, ou un seul qui a mis 20 ans à s'accomplir ?» Il hocha lentement la tête. « Un crime ancien, jamais élucidé, agit comme un poison. Il se dissout dans le silence, mais il corrompt tout ce qu'il touche. Et parfois, quelqu'un, quelque part, décide qu'il est temps d'en payer le prix. » Il se tourna vers moi. Louis Vanel n'était pas venu ici pour mourir. Il était venu pour comprendre, pour affronter ce qu'il n'avait jamais osé affronter. Mais quelqu'un l'en a empêché. Je me tus, car je sentais en lui une tension rare. Il ne s'agit pas de découvrir un coupable, il s'agit de comprendre pourquoi un fantôme est revenu réclamer justice à la 10e heure. Et ces mots, dans sa bouche, résonnaient comme une vérité bien plus ancienne que nous tous. Poirot entreprit de reparler à certains des résidents les plus âgés. Il n'avait pas de mandat, ni de véritable autorité, mais sa réputation et son ton ouvraient les portes comme des clés bien huilées. Il commença par le professeur, retraité de la Sorbonne, qui admit avoir séjourné ici à plusieurs reprises dans les années 1900. Il se souvenait vaguement d'une disparition, mais sa mémoire devenait soudain sélective. « J'étais jeune, monsieur, et ce genre de choses, on préfère les oublier. » Puis ce fut au tour de la veuve italienne, qui, au détour d'un mot trop vif, laissa entendre qu'elle connaissait Anne Vanel. Poirot saisit aussitôt l'occasion. « Vous étiez amis ?»« Pas exactement. Elle m'a un jour confié qu'elle voulait fuir, qu'elle ne supportait plus le poids de certaines attentes. C'est tout. » Le silence qui suivit en disait plus long. Enfin, Poirot revint vers la baronne. Cette fois, elle n'éluda pas.
Oui, j'étais là, il y a 20 ans. Je travaillais alors comme gouvernante pour une famille allemande. Nous avons tous entendu parler de l'affaire. Et tous choisi de nous taire, dit Poirot avec calme. Elle ne répondit rien. Mais son regard, posé sur le sol, semblait écouter une voix que personne n'avait plus le courage d'évoquer. Il l'ouvrit délicatement. Un papier plié, jauni, en sortit. L'écriture était fine, féminine. Poirot lut en silence, les sourcils de plus en plus froncés. Une lettre, signée Ave, Anne Vanel. Oui, écoutez. Il me lut à voix basse. Il ne me croit pas. Il pense que j'exagère, mais je sens le danger. Quelqu'un m'observe chaque nuit depuis le balcon. Si je disparais, dites à mon père qu'il m'a cru trop tard. Je restai figé. Ces mots, écrits 20 ans plus tôt, avaient traversé le silence comme un cri étouffé. Elle savait, dit Poirot. Elle sentait le piège. Et cette lettre, elle aurait pu tout changer. Il plia le papier avec respect. Mais elle était restée coincée, comme sa vérité. Ce soir-là, dans le salon, l'ambiance avait changé. Ce n'était plus le silence poli des jours précédents, mais une tension sourde, une attente. La lettre d'Anne Vanel n'avait pas été rendue publique, mais Poirot savait que l'hôtel, d'une certaine manière, l'avait senti. « C'est étrange, dis-je. Depuis que vous avez lu cette lettre, j'ai l'impression que quelque chose circule, ici, comme un courant invisible. Ce n'est pas étrange, Hastings, c'est la vérité qui cherche sa place. » Je le regardais, troublé. « Vous croyez vraiment qu'elle est morte, ici ? » ?»« Non, je crois qu'elle a disparu, ici, ce qui revient presque au même. » Il regarda autour de lui, le regard perdu dans les moulures ternies. Un spectre n'est pas toujours un fantôme, c'est parfois un souvenir que l'on a trahi. Puis il ajouta, plus bas, et parfois ce souvenir revient, pour poser une seule question. Pourquoi m'a-t-on oublié ? Je ne pus répondre, parce que, en vérité, je sentais cette voix, moi aussi. Elle n'était pas dans les murs, elle était dans les regards, dans les silences, dans l'absence trop criante de ceux qui auraient dû parler. Et je compris que l'affaire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Poirot, plus silencieux que de coutume, avait demandé à revisiter la chambre 23, en toute discrétion. Le directeur, bien que réticent, céda à son insistance tranquille. Ce fut là que tout reprit forme. Il y a dans cette affaire un goût de déjà-vu, Hastings. Et je ne parle pas seulement de la tragédie passée, dit-il en observant la porte. Il s'agenouilla devant la serrure, sortit une petite loupe de sa poche et inspecta la plaque de métal avec un soin maniaque. Regardez bien ici, ce grattage et cette vis, légèrement différente. Cela n'est pas d'origine, cette serrure a été modifiée. Vous pensez que... Oui, mon ami, ce loquet peut être enclenché de l'extérieur si l'on possède l'instrument adéquat. Une anomalie ancienne, je dirais, et tout porte à croire qu'elle date de l'époque du premier drame. Je sentis une vague de frissons me parcourir. Cela signifie que la chambre n'a jamais été totalement close ? Exactement. Le verrouillage parfait, c'était une illusion, comme souvent dans les histoires les plus sombres. Il se releva lentement. Une serrure modifiée, c'est le signe d'une mémoire trafiquée. Il nous faut maintenant l'outil. Nous étions à peine redescendus que Poirot demanda à voir le contenu des effets personnels de chacun des résidents, sous prétexte d'un inventaire de sécurité. La manœuvre, habilement présentée par le directeur, fut acceptée sans protestation. Ce fut dans le sac de la baronne que le détail surgit. Un coupe-papier en laiton, aux manches ivoirinées, reposait dans un étui de velours. Rien de remarquable, si ce n'est sa pointe légèrement aplatie, usée non par le papier, mais par un usage plus singulier.
Puis-je ? Demanda Poirot. Il s'éclipsa avec l'objet, revint quelques minutes plus tard, le regard plus grave encore. Il s'insère parfaitement dans le mécanisme de la serrure de la chambre 23, et il le fait glisser sans résistance. La baronne resta impassible. Elle haussa un sourcil, puis dit simplement « Ce coupe-papier m'a été offert par mon mari. Il m'accompagne depuis 20 ans. » Poirot ne répondit pas, mais je vis ses doigts se refermer doucement sur l'objet, comme s'il venait de tenir dans sa main la clé d'un souvenir verrouillé depuis trop longtemps. Le silence qui suivit fut presque douloureux. Tous les regards convergèrent vers la baronne, qui soutint l'épreuve avec une maîtrise que je ne lui connaissais pas. « Madame, dit enfin Poirot d'un ton feutré, le coupe-papier que vous possédez est la seule pièce connue permettant de refermer la chambre de l'extérieur. C'est une coïncidence bien difficile à avaler. Et pourtant, répondit-elle calmement, c'en est une. Vous étiez là, en 1903. Vous saviez pour la serrure modifiée. Peut-être même l'avez-vous utilisée autrefois. » Elle ne broncha pas. Seuls ses yeux, l'espace d'un instant, semblèrent s'assombrir. « Ce que vous insinuez est indigne. » Poirot incline légèrement la tête. « Je n'insinue rien. Je constate. Et j'attends. » Elle se leva, remit son gant, et sortit sans un mot. Je restais figé. Avions-nous découvert l'arme du crime ou simplement une réminiscence de peur? Mais Poirot, lui, ne semblait pas prêt à juger. L'innocence réelle, Hastings, n'a jamais besoin de se défendre avec tant de précision. Une fois la baronne sortie, Poirot s'assit en silence, le coupe-papier entre ses doigts. Il le fit tourner lentement, comme on médite un sablier. « Vous la croyez coupable ?» demandai-je enfin. « Non, Hastings, je crois qu'elle sait. Mais cela ne prouve rien. Justement, trop parfait, trop commode. Ce coupe-papier est une clé, oui, mais une clé que l'on a voulu que je trouve. » Je fronçai les sourcils. « Vous pensez à un piège ? Je pense à une mise en scène. Depuis le début. Quelqu'un connaît mes méthodes. Il m'a servi cette preuve sur un plateau d'argent. Mais cela ne correspond pas à la manière de la baronne. Elle ne laisse pas traîner ses secrets dans un sac à main. Et pourquoi ne l'aurait-elle pas fait volontairement ? » Poirot sourit. « Parce qu'elle a peur d'un autre, quelqu'un qui pourrait être plus dangereux qu'elle-même. » Il se leva, déterminé. « Le doute, Hastings, est une élégance lorsqu'il est sincère. Mais dans cette affaire, c'est devenu un masque. Et moi, je commençais à sentir que le visage derrière le masque nous observait déjà. » De retour dans notre chambre, Poirot sortit la lettre d'Anne Vanel, précieusement conservée dans un porte-document. Il s'assit, la relut encore une fois, les lèvres pincées. « Il y a une phrase, ici, Hastings, qui ne cesse de me hanter. » Je m'approchai. La vérité s'arrête toujours à 10 heures. Je la relus à voix basse. Le sens m'échappait. Une formule poétique, sans doute, dis-je. Non, une formule codée. Ce n'est pas une métaphore, Hastings, c'est un aveu. Il se leva, se mit à faire les 100 pas. À 10 heures, la montre de Vanel s'est arrêtée, celle du hall également. C'est trop précis pour être une coïncidence. Mais pourquoi parler de vérité? Parce que à cette heure, quelque chose s'est figé, dans le passé comme dans le présent. C'est le moment exact où la mémoire a refusé d'aller plus loin. Je demeurai songeur. Vous pensez qu'Anne savait qu'on tenterait de la faire taire? Je pense qu'elle avait compris qu'un rituel existait. Une heure précise, un schéma répété. Poirot se figea. Et si la mort de Vanel n'était pas le premier acte, mais la réplique exacte de ce qui s'est joué 20 ans plus tôt? Une imitation? Non, un rappel. Quelqu'un veut que l'on se souvienne,
et il utilise le langage du silence. Le soir venu, je trouvais Poirot dans le jardin d'hiver, plongé dans une concentration qui me rappelait nos grandes heures à Londres. Il tenait entre ses mains un carnet de notes et murmurait des noms, des dates, des fragments. « Hastings, j'ai presque tout, » dit-il doucement. « Presque ? Il me manque le mobile exact, la mécanique je l'ai, le déroulé, les gestes, mais le « pourquoi » reste encore voilé. » Je m'assis face à lui, et il reprit. Vanel est revenu ici non pour fuir, mais pour affronter quelque chose, ou quelqu'un. Il a peut-être voulu faire justice lui-même, peut-être, ou peut-être espérait-il qu'en revenant à la 10e heure, la vérité sortirait enfin de sa cachette. Il montra la montre qu'il avait gardée dans sa poche. Cette montre ne marque pas une heure, elle marque un pacte, celui du silence. Je ne compris pas immédiatement, mais en l'écoutant, je sentais que tout prenait une forme nouvelle. Il ne s'agit plus d'un simple meurtre, Hastings. Il s'agit d'un théâtre. Un théâtre? Oui, où chaque personnage joue un rôle, où chaque geste est mesuré, et où moi, Hercule Poirot, dois encore trouver le dernier rideau à lever. Et dans ses yeux brillait une certitude, la scène finale approchait. Le soir venu, Poirot demanda au directeur de l'hôtel de réunir tous les résidents dans le salon. Le feu crépitait doucement dans la cheminée. Personne ne parla. Chacun savait que l'heure était venue. La baronne s'installa la première, le dos droit, les traits tirés. Le professeur se plaça près de la fenêtre, mains croisées dans le dos. La veuve italienne, silencieuse, restait debout. L'écrivain, lui, choisit un fauteuil en retrait. Quant à Miss Vennings, elle paraissait au bord de la syncope. Poirot, immobile, observa chacun d'eux longuement. Puis, calmement, il prit la parole. « Mes amis, ce que je vais vous dire ce soir n'est pas un spectacle, c'est une restitution, celle d'un crime ancien et de son écho. » Un léger mouvement agita la salle, mais personne ne parla. « Un homme est mort, » reprit-il, « et dans sa mort se reflète celle d'une jeune fille, disparue il y a 20 ans. Ce soir, les deux drames se rejoignent. » Il se tourna vers moi. « Hastings, mon ami, la vérité est une lumière. Elle aveugle parfois, mais elle éclaire toujours. » Et dans ce silence tendu, la lumière commença à tomber sur chaque visage. Poirot se mit à marcher lentement, comme s'il remontait le temps. En 1903, une jeune fille nommée Anne Vanel disparaît dans cette maison. Aucun corps, aucun témoin, aucune preuve. Et pourtant, elle savait. Il brandit la lettre retrouvée dans la chambre. Elle écrivait « Quelqu'un m'observe chaque nuit depuis le balcon. » Elle craignait pour sa vie. Elle suppliait qu'on la croie. Et personne n'a parlé. Il se tourna vers la baronne. « Vous étiez là, gouvernante d'une famille allemande. Vous l'avez entendue pleurer. Vous avez vu l'ombre, puis vers la veuve. Vous étiez son amie. Elle vous a confié ses craintes, et vous avez détourné les yeux. Et enfin, vers le professeur. Vous avez entendu le cri, et vous avez choisi le sommeil plutôt que l'inquiétude. » Il se redressa. Et puis, le silence. Le silence comme un accord tacite. Le silence comme un pacte collectif. Mais Vanel, le père, n'a jamais oublié. Il s'est tu, oui, mais il a mûri quelque chose, une résolution, une vengeance, non, une confrontation. Il montra la montre brisée. Il est revenu ici pour que la vérité surgisse. Il a réservé la même chambre, à la même date, à la même heure. Il a tiré le rideau, et il a attendu. Mais ce qu'il a reçu, c'était la mort. Je me rappelais les mots de Poirot, quelques jours plus tôt. Vanel n'est pas venu ici pour mourir, et maintenant, tout devenait limpide. Il avait tout préparé, poursuivit Poirot. Il avait envoyé des lettres anonymes à certains d'entre vous.
Il avait noté les présences récurrentes, il savait que cette maison abritait les fragments d'un passé non digéré. Il marqua une pause, le regard loin, devant lui. Il espérait que le lieu, le souvenir, et peut-être même la peur, feraient parler ceux qui s'étaient tus. Je vis le visage de la baronne se figer davantage. Mais quelqu'un n'a pas supporté cette idée. Quelqu'un s'est dit que le risque était trop grand. Alors, à la 10e heure, comme il y a 20 ans, le silence a frappé. Il tendit lentement la lettre d'Anne à tous. Ce que Vanel cherchait, ce n'était pas la vengeance, c'était la reconnaissance. Il voulait qu'on dise enfin « Oui, elle a disparu, et nous avons laissé faire ». Je sentis ma gorge se nouer. Dans cette volonté froide de confrontation, il y avait plus d'amour que de colère. Mais l'amour, parfois, peut coûter la vie. Poirot s'immobilisa devant le feu, le regard planté dans les flammes. « Mesdames et messieurs, Louis Vanel ne s'est pas suicidé. » Un murmure secoua la pièce. Certains poussèrent un soupir, d'autres baissèrent les yeux. Mais aucun cri d'étonnement. Il a été tué, et sa mort a été maquillée pour ressembler à celle qu'il aurait pu choisir. Sauf qu'un homme comme Vanel ne laisse pas sa valise entr'ouverte, ne brise pas sa montre, et surtout, ne verrouille pas une porte depuis l'extérieur. Il laissa flotter un silence. Le coupe-papier de la baronne n'était pas un hasard. Mais ce n'était pas elle non plus. C'était une diversion. Il se tourna vers un coin sombre du salon. Le véritable coupable était là dès le début. Il observait, il savait, et il avait déjà échoué une fois. Je me tendis. Mon cœur accéléra. L'écrivain, dit Poirot, ancien détective privé, celui qui aurait dû résoudre l'affaire en 1903, et qui a préféré se taire. Et à cet instant précis, je vis dans les yeux de Renard la terreur du miroir qui se brise. L'écrivain ne répondit pas tout de suite. Il cligna lentement des yeux, comme s'il s'éveillait d'un long sommeil. « Vous vous trompez, » murmura-t-il. Poirot n'insista pas. Il s'approche presque amicalement. « Non, monsieur Renard, c'est vous qui vous êtes trompé, en croyant qu'on pouvait enterrer un échec sous 20 années de silence. » Il sortit un deuxième document. Un brouillon, retrouvé dans votre mallette. Un récit de fiction, inspiré d'un fait réel. Une jeune fille, une disparition, une chambre verrouillée et un détective qui regarde ailleurs. L'écrivain baissa les yeux. Ses mains tremblaient. « Elle m'avait demandé de l'aider, » dit-il. « Je l'ai repoussée. Je pensais qu'elle dramatisait. Et quand elle a disparu, j'ai compris. Mais il était trop tard. Et Vanel. Il a reconnu ma voix. Il m'a confronté dans le couloir, la veille. Il m'a dit qu'il allait parler, qu'il avait des preuves, des lettres, des noms. Il s'effondra dans son fauteuil. Alors j'ai recommencé. J'ai refermé la porte, comme avant. Un silence absolu tomba sur la pièce. J'ai voulu effacer ma lâcheté. Par un acte plus lâche encore. Et là, enfin, le masque tomba. Non pas celui d'un coupable, mais celui d'un homme rongé par ce qu'il n'avait pas fait. Je crus un instant que Poirot allait parler. Mais il resta figé. Ce fut la baronne qui prit la parole, d'une voix étonnamment douce. « Vous n'êtes pas le seul, » dit-elle. « Nous avons tous choisi l'oubli. » Renard hocha lentement la tête. « Mais moi, j'étais là pour la protéger. C'était ma mission. Et je l'ai laissée seule. » Poirot se rapprocha. « Ce que vous avez fait aujourd'hui, ce n'est pas une fuite, c'est une offrande. Vous avez ramené Anne dans le monde. Vous avez dit son nom. Et cela, monsieur, c'est déjà une forme de justice. Je suis prêt à répondre de mes actes, » murmura-t-il. Poirot lui posa une main sur l'épaule. « Ce n'est pas à moi qu'il faut les confesser, c'est à vous-même, chaque matin. » Le feu crépitait encore. Mais dans cette chaleur, il y avait maintenant quelque chose de plus que la lumière. Il y avait
le soulagement, et peut-être tout au fond, le premier souffle d'un pardon que personne n'avait osé nommer. Lorsque tous furent repartis, Poirot resta seul quelques instants dans le salon. Je le rejoignis, troublé. « Vous aviez deviné dès le départ ?» Il sourit doucement. « Pas dès le départ, mais dès que j'ai compris que la 10e heure n'était pas une coïncidence, mais une répétition. Et maintenant, le cercle est refermé, le passé a parlé, et ceux qui ont survécu devront vivre avec la vérité. Je me tus. » Il reprit. « La justice n'a pas besoin de bruit, Hastings, ni de chaînes. Elle a besoin de mots et de silence brisé. » Nous quittâmes le salon, l'air du lac glissant entre les rideaux. Et derrière nous, dans l'ombre du foyer, je crus voir briller l'éclat d'un regard invisible, celui d'Anne Vanel, enfin entendu. Le lendemain matin, l'hôtel Belle Écume semblait plongé dans une étrange apesanteur. Les couloirs, jadis animés par les pas feutrés des clients ou les rires contenus du personnel, s'étaient vidés d'eux-mêmes. Le vent, à travers les persiennes entr'ouvertes, soufflait un air plus frais que de coutume, comme si la maison elle-même avait expiré. Les invités étaient repartis, sans effusion, certains avec un regard baissé, d'autres avec ce soulagement coupable qu'apporte une vérité enfin nommée. Le personnel, quant à lui, se mouvait dans un silence pesant, évitant de croiser les yeux de qui que ce soit. Je croisai le directeur dans le vestibule. Son visage portait la marque de plusieurs nuits blanches. Il me salua d'un simple hochement de tête. Plus de formules de politesse, plus de « Monsieur Poirot désire-t-il une infusion ?» Seulement cette fatigue résignée que la vérité impose à ceux qui ont trop longtemps feint de ne pas la voir. Dans le salon, la cheminée était vide. Seule subsistait l'odeur du bois consumé, et celle, plus subtile, des regrets que l'on ne pourra jamais entièrement faire taire. Je trouvai Poirot dans notre chambre, agenouillé devant sa valise. Chaque objet y avait sa place précise, naturellement. Il plaça avec un soin tout particulier une chemise pliée, ajusta une brosse, puis sortit de sa poche une petite boîte de velours noir. « Regardez, mon ami, » dit-il en l'ouvrant. À l'intérieur, la montre de Louis Vanel. Sa vitre était désormais intacte, et l'aiguille des minutes tournait paisiblement. Elle fonctionne à nouveau. Je l'ai confiée au petit horloger du village. Il ne savait pas ce qu'il réparait, bien sûr. Mais cette montre est à présent ce que le cœur de son propriétaire n'a jamais pu redevenir, en ordre. Il la glissa dans sa poche intérieure. Elle s'est arrêtée 2 fois, Hastings. Une première fois, lorsqu'Anne a disparu, et une seconde, quand Vanel a voulu faire parler le silence. Il releva les yeux vers moi. Il fallait qu'elle reparte, non pas pour Louis Vanel, mais pour Anne, et pour ceux qui restent. Et sur ces mots, il ferma la valise. Nous descendîmes dans le hall. Le directeur nous y attendait, une feuille froissée dans les mains. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings, je vous remercie de ce que vous avez fait ici. C'est plus que ce que la police n'aurait jamais osé espérer. » Poirot incline doucement la tête. Le directeur hésita, puis déclara, presque à voix basse, « L'hôtel Belle Écume fermera ses portes la semaine prochaine. » Je crus mal entendre. « Définitivement ?» m'étonnai-je. Il hocha la tête. Cet endroit a été bâti pour accueillir les souvenirs heureux, les vacances tranquilles, les éclats de rire discrets dans la salle à manger. Mais il est devenu autre chose, un écrin de silence, un mausolée de non-dits. Il regarda autour de lui. Aucun client ne reviendra, et moi non plus. Il est temps de tirer le rideau. Je jetai un coup d'œil au grand miroir du vestibule. Il me sembla plus terne qu'autrefois, comme si le lieu avait lui-même compris sa propre fin. Poirot, lui,
resta pensif. Puis il dit simplement « Les lieux ne sont que des coquilles, mon cher. Ce sont les âmes qu'ils renferment qui les hantent. Et les nôtres, ce matin-là, n'étaient pas pressés de partir. Plus tard, je m'aventurai seul dans le jardin arrière, un endroit que je n'avais guère remarqué jusque-là. Le gravier crissait doucement sous mes pas. Le lac brillait, calme et parfaitement silencieux. Pas un souffle de vent, pas un oiseau. Je repensais à ces jours passés ici, à l'arrivée de Vanel, à sa mort, aux regards fuyants, aux gestes nerveux, aux phrases avortées, et surtout à cette chambre 23. Elle avait tout vu, tout entendu, et pourtant, elle n'avait rien pu dire. Combien de fois avions-nous, nous aussi, laissé filer les mots que nous devions dire? Combien de vérités avaient choisi le silence par confort, par peur, ou simplement par fatigue? Je me revoyais 20 ans plus tôt, jeune militaire, sûr de ce qui était juste, et pourtant, face au regard d'Anne, dans le portrait retrouvé, j'avais senti cette même incertitude qui m'avait saisi autrefois sur les champs de bataille, celle qui naît lorsqu'on comprend qu'on a peut-être manqué l'essentiel. Poirot disait souvent « Il n'y a pas de petites vérités, Hastings. Il n'y a que des vérités que l'on évite. » Et moi, en ce jour particulier, je me demandais combien j'en avais esquivé. Je crois que, pour la première fois, je compris ce que cela faisait, de vieillir. Je retrouvais Poirot près du lac. Il contemplait l'eau avec une concentration presque enfantine, comme s'il y lisait les lignes d'un manuscrit invisible. Je me plaçai à côté de lui, sans parler. Nous restâmes ainsi quelques instants. Puis je murmurai « Poirot, peut-on vraiment échapper à la 10e heure ?» Il me regarda sans répondre. Ce n'était pas un regard moqueur, ni condescendant. C'était un regard grave, pénétrant, presque fraternel. « Non, Hastings, on ne peut pas. Car la 10e heure n'est pas une heure. C'est un rendez-vous avec ce que nous avons fui, avec ce que nous avons laissé derrière nous, avec nous-mêmes, parfois. » Il fit une pause. Certains la croisent au crépuscule, d'autres au lever du jour, mais tous y passent. Et la seule question, mon ami, c'est « serons-nous prêts ?» Je baissai les yeux. Il posa une main brève sur mon épaule. « Vous l'étiez plus que vous ne croyez. » Puis il se détourna, et nous prîmes le chemin du retour. Et tandis que l'hôtel Belle Écume s'éloignait derrière nous, j'eus l'impression que le lac, lui, restait en suspens, comme une mémoire qui refuse de s'effacer tout à fait. Parfois, le passé ne dort pas. Il attend simplement l'instant juste pour se faire entendre à nouveau. Et vous, auriez-vous su voir ce que tous avaient choisi d'oublier? Si cette histoire vous a touché, pensez à liker, à vous abonner et à la partager avec ceux qui aiment les vérités cachées entre les silences. Le mystère s'efface, mais l'écho de la vérité demeure.